En l'espaç d'environ 90 minuts, en matant, le món assisté a un seqüence d'evénements d'une densitat proprement vertigineuse. Les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Les forces de défense israéliennes l'ont ignoré dans la foulée, presque instantanément. Le Hezbollah a lancé une nouvelle frappe de drone en réponse directe à cet accord bafoué. Et le corps des gardiens de la révolution islamique a suspendu ses propres négociations nucléaires avec Washington pour la troisième fois en 4 jours. Tout cela se produit avant que la plupart des gens n'aient fini leur café du matin. Et enfoui dans cette fenêtre de 90 minutes se trouve le fait stratégique le plus important de tout cet été. Aucun des acteurs impliqués dans ces annonces ne croit réellement que le mot cessez-le-feu signifie ce qu'il est censé signifier. Ni Israël, ni le Hezbollah, ni les gardiens de la révolution, ni les États-Unis. Chaque parti utilise ces mots comme un substitut, un espace réservé pour autre chose. Et une fois que l'on comprend ce que cache cette autre chose, le chaos de ce matin cesse d'apparaître comme du chaos. Il commence à ressembler à un théâtre très délibéré, avec des acteurs très précis, jouant pour des publics très précis, selon des échéances très précises, qui n'ont presque rien à voir avec le champ de bataille, et presque tout à voir avec un calendrier qui se trouve à 4 mois et demi de là, à Washington. Voici les versions condensées de ce qui s'est passé, parce que le rythme de ces événements a été genuinement difficile à suivre, même pour ceux qui les observent de près. La nuit précédente, le Hezbollah avait violé le cessez-le-feu qui tenait depuis la fin du conflit élargi entre Israël et l'Iran quelques mois plus tôt. Des combattants du Hezbollah avaient tué 4 soldats des forces de défense israéliennes. L'armée de l'air israélienne avait répondu immédiatement, frappant de nombreuses positions dans le sud du Liban tout au long de la nuit et jusqu'au matin. Puis, environ 1 heure avant cette séquence d'événements, les États-Unis ont annoncé qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban était de nouveau en vigueur. La réponse des forces de défense israéliennes à cette annonce a été immédiate et sans ambiguïté. Si nous sommes attaqués, nous continuons à nous défendre. En quelques minutes, de nouvelles frappes israéliennes s'abattaient déjà sur le sud du Liban. Et en parallèle de tout cela, le mémorandum d'accord tant attendu entre les États-Unis et l'Iran, le cadre que tout le monde appelait l'accord sur l'Iran, devait être finalisé ce jour-là. Puis il a glissé au lendemain, puis au dimanche suivant, et ce matin-là, il a été suspendu entièrement. Plusieurs sources à l'intérieur de Téhéran décrivent la réaction des gardiens de la révolution à cette suspension comme quelque chose qui ressemble davantage à une crise de nerfs qu'à une simple pause diplomatique. Mais pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut reculer et saisir l'architecture sous-jacente. Rien ici n'est improvisé. Chaque acteur opère à partir d'un script écrit des semaines auparavant. Et les événements de ces 90 minutes ne sont que ce script exécuté selon le calendrier prévu. Voici où en sont les choses. Le conflit élargi avec l'Iran qui a dominé le début de cette année s'est terminé par un cessez-le-feu qui tient dans le sens le plus vague possible de ce mot. Le mémorandum d'accord actuellement sur la table représente une extension de 60 jours de ce cessez-le-feu, construite autour d'un cadre que les États-Unis et l'Iran négocient par l'intermédiaire de tiers depuis des semaines. Les termes de ce cadre sont profondément controversés, aussi bien en Israël qu'au sein de l'établissement américain de politique étrangère. Et la controverse n'est pas subtile. Plusieurs commentateurs dans les médias israéliens ont ouvertement demandé si le président américain avait, selon leurs propres termes, perdu la tête, s'il avait cédé face à l'Iran, s'il avait été compromis par l'argent qatari, si l'allié le plus proche qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche avait simplement basculé du jour au lendemain. Ce ne sont pas des accusations marginales, elles sont formulées par des personnalités sérieuses qui ont soutenu pendant des années la posture de cette administration envers Téhéran et qui regardent maintenant cette posture sembler s'assouplir au moment précis où la position interne des gardiens de la révolution n'a jamais été aussi fragile. Et cette contradiction, une administration américaine qui paraît alléger la pression sur un régime en train de s'effondrer structurellement, est la pièce du puzzle la plus importante de toute cette histoire. Parce qu'une fois que l'on comprend pourquoi la pression semble se relâcher, tout le reste du chaos de ce matin au Liban prend un sens immédiat et complet. Voici la réponse que plusieurs sources proches de la position américaine dans ces négociations ont offerte. Une fois que la logique est exposée explicitement, il devient évident que le calendrier de ce mémorandum d'accord n'a rien à voir avec l'Iran. Il a tout à voir avec un agenda électoral. Le président américain a été élu pour protéger et promouvoir les intérêts américains. Et parmi ces intérêts figure en bonne place la prévention d'une reprise démocrate de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat en novembre. La logique est directe et n'est plus particulièrement subtile une fois qu'elle a été énoncée à voix haute. Une majorité démocrate à la Chambre aurait le pouvoir d'assignation à comparaître. Elle aurait l'autorité d'investigation. Elle aurait la capacité d'ouvrir des enquêtes formelles sur la conduite de cette administration dans le conflit iranien, sur ses décisions militaires et potentiellement sur les bases d'une procédure de destitution dans les 2 dernières années du mandat. Ce résultat, du point de vue de cette Maison-Blanche, représente une catastrophe stratégique comparable à n'importe quel échec de politique étrangère imaginable.
Et la voie pour éviter ce résultat passe directement par les tables de cuisine des électeurs américains, qui ne se soucient pas particulièrement du détroit d'Ormuz, qui ne se soucient pas particulièrement des pourcentages d'enrichissement de l'uranium, mais qui se soucient énormément du prix de l'essence, du prix des courses, et de savoir si leur compte de retraite progresse ou recule. Relisez ce calcul lentement, parce qu'il vous dit tout sur la raison pour laquelle une extension du cessez-le-feu de 60 jours vient d'apparaître sur la table au moment précis où la structure interne de l'Iran est à son point le plus fragile depuis près d'un demi-siècle. L'administration ne s'assouplit pas parce que l'Iran a mérité un traitement plus doux. Elle assouplit l'apparence du conflit parce qu'une guerre active avec l'Iran, si elle s'intensifie au point de faire monter les prix du pétrole à 3 chiffres et le prix de l'essence vers des sommets à l'approche de novembre, devient un handicap électoral qu'aucun succès militaire ne peut compenser dans les urnes. La stratégie, selon des personnes ayant une visibilité directe sur la façon dont cette Maison-Blanche réfléchit, consiste à prolonger le cessez-le-feu, à le prolonger encore si nécessaire, et à entrer en novembre en racontant aux Américains une histoire simple. Nous maîtrisons la situation. Votre essence est abordable. Vos courses sont abordables. Votre portefeuille est en hausse. Votez pour la stabilité parce que l'alternative, c'est le chaos. Ce n'est pas un cadre de politique étrangère calibré sur l'état réel du régime iranien. C'est un cadre électoral habillé en costume de politique étrangère. El guardián de la revolución comprénsela avec un clarté qui devrait genuinement inquiéter quiconque espère que ce conflit se résoudra proprement avant que le calendrier ne soit poussé. Voici maintenant ce que contient ce mémorandum d'accord, parce que l'écart entre ce qui est prétendument sur la table et ce qui serait réellement nécessaire pour résoudre ce conflit est l'écart qui explique pourquoi personne ne croit sérieusement que ce mémorandum produira une paix durable. Le cadre, tel qu'il existe actuellement, est construit autour d'une extension de 60 jours du cessez-le-feu. Officiellement, il est décrit comme une extension unique. Fonctionnellement, chaque observateur sérieux de cette négociation s'attend à ce qu'il soit prolongé encore et encore, spécifiquement synchronisé pour tenir jusqu'au jour des élections en novembre. Enfoui dans les termes se trouve un détail qui mérite bien plus d'attention qu'il en a reçu publiquement. La position américaine dans les négociations aurait retiré le programme de missiles balistiques de l'Iran des questions contestées dans ce cycle. Ce détail est d'une importance considérable, parce que pendant des années, le programme de missiles se trouvait aux côtés du programme nucléaire comme l'une des 2 préoccupations centrales de sécurité qui motivaient la politique américaine et israélienne envers Téhéran. Le retirer de la table n'est pas une concession procédurale mineure. C'est une carotte substantielle offerte à la République islamique spécifiquement pour obtenir sa participation à la prolongation d'un cessez-le-feu qui sert un calendrier électoral américain, bien plus qu'il ne sert un objectif vérifiable de désarmement iranien. Ce qui reste sur la table et ce qui demeure le véritable point de blocage empêchant tout accord final, c'est le dossier nucléaire. Et là, la position américaine n'aurait pas bougé d'un millimètre. Les lignes rouges sur l'enrichissement de l'uranium, sur l'accès aux installations, sur le régime d'inspection restent exactement là où elles étaient avant le début de ce cycle de négociation, ce qui signifie que la substance réelle de ce qui devrait se produire pour qu'Israël signe un accord durable n'a pas changé. L'Iran devrait abandonner son stock d'uranium enrichi, il devrait permettre la destruction de son infrastructure d'enrichissement, il devrait accepter un régime d'inspection suffisamment intrusif pour satisfaire Washington et implicitement Jérusalem, même si Israël n'est pas formellement parti à tout cela. Et c'est précisément la demande que la République islamique ne peut pas satisfaire, non pas parce que la demande est déraisonnable d'un point de vue sécuritaire, mais parce que le régime a passé 25 ans à construire son identité politique antérieure autour de la rhétorique d'un roi nucléaire inaliénable. On ne peut pas signer en une après-midi ce que l'on a dit à sa propre population pendant un quart de siècle, être le destin souverain de la nation. Même lorsque le signer serait d'un point de vue purement stratégique, le mouvement le plus intelligent disponible pour une organisation cherchant à préserver sa propre survie. C'est le piège que les gardiens de la Révolution ont construit pour eux-mêmes. Et il vaut la peine de s'y arrêter un moment, parce qu'il explique tellement de ce qui se passe au Liban ce matin-là. D'un point de vue froidement rationnel, le mouvement le plus intelligent possible pour les gardiens de la Révolution serait de tout abandonner, de remettre l'uranium enrichi, de permettre le démantèlement des installations, d'accepter l'accord. Parce que l'organisation n'a pas réellement besoin d'un programme d'armes nucléaires pour rester dangereuse. Elle a des proxys, elle a le Hezbollah, elle a les Houthis, elle a ce qui reste de son réseau régional. Elle pourrait absorber la concession nucléaire, survivre à l'humiliation immédiate et reconstruire silencieusement son influence par des moyens asymétriques au cours de la décennie suivante, de la même façon qu'elle a opéré pendant la majeure partie de son histoire. C'est le chemin logique, mais ce n'est pas la logique qui contraint les décisions à l'intérieur de Téhéran en ce moment, c'est l'identité. Les gardiens de la Révolution ont passé 25 ans à dire à leurs partisans les plus radicalisés, des jeunes hommes et femmes élevés dans un culte de la personnalité construit autour de la famille Khomeini, que les programmes nucléaire n'est pas une monnaie d'échange, c'est un droit sacré. Et ces mêmes jeunes radicaux, les monstres de Frankenstein que le régime a mis des décennies à construire, sont maintenant les personnes les plus susceptibles de considérer toute concession nucléaire comme un acte de trahison envers la dynastie qu'on leur a appris à vénérer.
Les gardiens de la révolution ne peuvent pas signer l'accord que leur propre intérêt stratégique exige, parce que la population qu'ils sont spécifiquement construite pour faire respecter la loyauté idéologique se retournerait contre le leadership qui l'aurait signé. Le régime est piégé à l'intérieur de la machine de radicalisation qu'il a lui-même fabriquée. On peut se demander si une telle situation vous rappelle quelque chose. Cette façon qu'ont le système de se retrouver prisonniers de leur propre discours passé, incapables de se contredire même quand la survie l'exige. Parlons maintenant de qui est réellement aux commandes à l'intérieur de ce système piégé, parce que c'est là que le tableau devient genuinement troublant. Et cela explique les négociations suspendues bien mieux que n'importe quelle déclaration diplomatique isolée. Il n'existe aucune autorité centralisée à l'intérieur de la structure de pouvoir iranienne en ce moment, dans aucun sens opérationnel significatif. Pendant des décennies, ce rôle était tenu par Ali Khamenei, qui avait centralisé l'ensemble de l'appareil autour de lui-même, avec une discipline qui, quelles qu'en soient les caractéristiques morales, produisait au moins une chaîne de commandement cohérente. Cette centralisation a disparu. Ce qui l'a remplacé est une compétition dispersée pour l'autorité entre plusieurs hommes, dont aucun ne détient le genre de domination incontestée qu'exerçait autrefois Khamenei. Le commandant des gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi, s'est positionné comme l'homme en charge opérationnelle, affirmant à plusieurs reprises que les conditions de temps de guerre placent l'autorité ultime entre les mains des gardiens. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Khalibaf, continue de se présenter comme un faiseur de rois influent, émettant des déclarations qui sonnent comme si elles avaient un poids présidentiel, malgré sa position formellement subordonnée à celle du chef d'État réel. Le ministre des Affaires étrangères, l'homme physiquement présent à chaque table de négociation, serait celui qui prend fonctionnellement les décisions en temps réel sur la piste diplomatique, indépendamment de ce que l'organigramme constitutionnel dit que son autorité est censée être. Et le président lui-même, l'homme qui dans tout état fonctionnel serait l'autorité centrale de décision sur les questions de guerre, de paix et de négociation, a été effectivement mis sur la touche, au point que plusieurs analystes iraniens le décrivent maintenant comme n'ayant aucun rôle opérationnel réel dans la conduite de ces négociations. Il est fonctionnellement un spectateur à l'intérieur de son propre gouvernement. Ce n'est pas un système qui produit des décisions cohérentes, c'est un système qui produit exactement les schémas de comportement que le monde a observé au cours des derniers jours. Un mémorandum d'accord prévu pour un jour donné, puis repoussé au lendemain, puis au dimanche suivant, puis suspendu entièrement. Ce n'est pas le comportement d'un leadership unifié pesant soigneusement un accord. C'est le comportement de plusieurs centres de pouvoir concurrents, chacun capable de bloquer l'élan vers l'avant, mais aucun capable de le produire, enfermé dans une structure qui peut temporiser indéfiniment, mais ne peut pas décider. La réaction de crise des gardiens de la Révolution face aux négociations suspendues n'est pas une confusion sur la question de savoir s'il faut signer. C'est le symptôme visible d'une organisation qui a perdu la cohérence interne nécessaire pour prendre toute décision d'importance selon n'importe quel calendrier, sous n'importe quelle pression. Et c'est précisément dans cet environnement que le Hezbollah opère avec la liberté qu'il a démontré cette nuit-là. Parce que le comportement du Hezbollah n'est pas indépendant du chaos interne de Téhéran, il en est une expression directe. Suivons la chaîne logique ici, parce qu'une fois que l'on voit le mécanisme structurel, le calendrier de chaque provocation du Hezbollah au cours des dernières 24 heures cesse de paraître aléatoire. Israël n'est pas parti au mémorandum d'accord actuellement négocié entre Washington et Téhéran. Cette exclusion était délibérée, et elle était délibérée précisément parce qu'elle bénéficie énormément à Israël. Il y avait une réelle frustration dans le cercle politique israélien lorsque l'exclusion est devenue connue, avec des responsables qui s'interrogeaient publiquement sur les raisons pour lesquelles Israël n'avait pas eu accès au texte de négociation en amont, pourquoi Israël n'avait pas été consulté, pourquoi Israël était tenu à l'écart d'un processus affectant directement sa sécurité. Mais l'exclusion, correctement comprise, n'est pas un affront. C'est une soupape de sécurité. Parce qu'Israël n'étant pas parti à l'accord, signifie qu'Israël n'est pas lié par l'accord. Si le Hezbollah attaque, Israël peut répondre avec toute l'intensité que son propre cabinet de sécurité juge approprié, sans violer aucun engagement que les États-Unis ont pris envers l'Iran. Le Premier ministre Netanyahou et le ministre de la Défense Katz l'ont tous deux dit explicitement et à plusieurs reprises. Israël n'absorbera pas les coups sans répondre, et toute réponse sera calibrée pour exiger ce que les responsables décrivent comme un prix très lourd. Le Hezbollah, de même, n'est parti à aucun accord. Quelle que soit l'extension de 60 jours qui existe entre Washington et Téhéran, elle couvre spécifiquement la relation Iran-États-Unis. Elle ne lie pas formellement le comportement du Hezbollah dans le sud du Liban dans aucun sens juridique, quelles qu'en soient les décisions opérationnelles qui remontent manifestement à des instructions originaires de Téhéran. Et c'est le mécanisme que les gardiens de la Révolution semblent exploiter en ce moment, même pendant que leur propre équipe de négociation est simultanément assise en face de leurs homologues américains en affichant un sérieux diplomatique. Parce que les gardiens de la Révolution ne peuvent pas amener les États-Unis à reprendre des frappes aériennes directes sur le sol iranien par leurs propres actions, sans détruire la crédibilité diplomatique fragile qui subsiste. Mais ils peuvent ordonner au Hezbollah d'escalader, forcer une réponse israélienne, espérer que cette réponse devienne suffisamment grave pour susciter une condamnation mondiale,
tenter de positionner Israël comme l'agresseur aux yeux de tout public international sympathisant et créer suffisamment de chaos pour que la main de Washington soit éventuellement forcée de reprendre une posture de confrontation directe avec l'Iran. C'est le numéro de gymnaste exécuté en temps réel dans le sud du Liban ce matin-là. Ni Téhéran ni le Hezbollah n'admettront jamais avoir coordonné cette séquence. Les deux affirmeront que l'autre a agi indépendamment. Et parce qu'aucun n'est lié par le même accord, les deux conservent le déni plausible nécessaire pour continuer à jouer. Passons maintenant au tableau opérationnel sur le terrain, parce que les chiffres des dernières 24 heures vous disent exactement à quel point Israël prend au sérieux ses propres lignes rouges déclarées, indépendamment de toute annonce sortant de Washington à n'importe quelle heure. Suite à la mort de 4 soldats des forces de défense israéliennes la nuit précédente, une attaque qu'Israël a explicitement classée comme une violation flagrante du cessez-le-feu, le Premier ministre Netanyahou a ordonné aux forces de défense israéliennes de frapper le Hezbollah avec force. Dans les heures qui ont suivi, les forces de défense israéliennes ont conduit des frappes contre plus de 150 cibles liées au Hezbollah, un rythme soutenu sur environ 17 à 18 heures d'opération continue. Au moins 18 opérateurs du Hezbollah ont été confirmés éliminés dans un seul cycle matinal de frappe. L'armée de l'air a conduit plus de 20 sorties de frappe distantes ciblant des positions dans tout le sud du Liban, y compris des postes de commandement dans la vallée de la Beka, un endroit qui a historiquement fonctionné comme l'un des nœuds logistiques et de commandement les plus importants du Hezbollah, en dehors de la région frontalière immédiate. Israël a lancé une nouvelle avance terrestre nocturne dans le sud du Liban, une opération au cours de laquelle des combattants du Hezbollah ont engagé des troupes israéliennes au combat rapproché, à ce qui a été décrit comme une distance nulle, endommageant 4 véhicules militaires israéliens et, selon des rapports non confirmés encore en cours d'évaluation, ayant potentiellement abattu un hélicoptère israélien. Plus de 80 cibles terroristes ont été frappées dans une seule fenêtre opérationnelle ultérieure. Des dizaines d'opérateurs supplémentaires du Hezbollah ont été éliminés. Et toute cette séquence de frappes s'est produite après l'annonce du cessez-le-feu, pas avant, après. Le schéma des déclarations officielles israéliennes dans les heures suivant cette annonce a été remarquablement cohérent et remarquablement direct. Un cessez-le-feu en vigueur ne nous empêche pas de poursuivre nos opérations, a déclaré directement un haut responsable israélien. Un autre a offert une formulation qui est maintenant devenue quelque chose de proche d'une doctrine au sein de l'établissement de sécurité israélien actuel. Un cessez-le-feu ne signifie pas cesser le feu, cela signifie ne pas intensifier les attaques. Ce n'est pas une erreur ou un problème de traduction, c'est une redéfinition délibérée du terme, conçue pour préserver la liberté d'action d'Israël, tout en restant techniquement dans la lettre d'un accord qu'Israël n'a jamais demandé à signer. Cette redéfinition n'est pas nouvelle, et il vaut la peine de comprendre à quel point elle a été cohérente parce qu'elle vous dit quelque chose d'important sur la façon dont chaque acteur dans cette région comprend actuellement le mot cessez-le-feu. Des mois auparavant, lorsqu'on lui avait directement demandé comment définir un cessez-le-feu au Moyen-Orient, le président américain avait offert une réponse qui, avec le recul, ressemble moins à une plaisanterie qu'à une définition opérationnelle précise pour toute la région en ce moment. Dans cette partie du monde, avait-il dit, un cessez-le-feu signifie simplement que vous frapperez l'autre camp d'une manière plus modérée. C'est fonctionnellement exactement ce qui se passe dans le sud du Liban ce matin-là. Les frappes ne se sont pas arrêtées. L'intensité a par moments fluctué, mais l'opération militaire sous-jacente contre l'infrastructure du Hezbollah s'est poursuivie sans interruption significative pendant toute la période où 2 annonces de cessez-le-feu distinctes étaient techniquement en vigueur. Le leadership du Hezbollah, pour sa part, répond à cette réalité avec la même rhétorique défiante qui a caractérisé sa posture publique tout au long de ce conflit. Le secrétaire général du Hezbollah a déclaré dans une récente déclaration publique qu'Israël quittera le dernier centimètre de sol libanais, présentant l'expulsion éventuelle et inévitable des forces israéliennes comme une certitude plutôt qu'une aspiration. Il a décrit le peuple du Hezbollah comme fondamentalement pas le peuple de la reddition. Il a affirmé que le projet israélien de détruire le Hezbollah a échoué et atteint une impasse, affirmant que la victoire finale, définie comme l'expulsion complète et définitive de ce qu'il appelait les occupants de chaque centimètre de territoire libanais, reste inévitable. Il y a une ironie structurelle enfouie dans cette rhétorique qui mérite d'être énoncée clairement. Une organisation qui revendique la victoire pendant que sa structure de commandement opère presque entièrement depuis des réseaux de tunnels souterrains, pendant que ses opérateurs sont éliminés par dizaines à un rythme opérationnel quotidien, pendant que ses postes de commandement logistique dans la vallée de la Beka sont frappés directement, fait une affirmation rhétorique que les éléments opérationnels disponibles ne soutiennent pas. Le Hezbollah n'a pas été entièrement détruit, c'est vrai, et l'organisation conserve une capacité résiduelle à lancer des attaques de drones et de roquettes, comme elle l'a fait à nouveau environ 1 heure après l'annonce du cessez-le-feu de ce matin-là, lorsqu'un nouveau drone a été lancé vers le nord d'Israël près de la frontière libanaise et intercepté par les défenses aériennes israéliennes. Mais l'écart entre la rhétorique de la victoire imminente et la réalité opérationnelle d'une organisation absorbant des frappes israéliennes soutenues, quasi continues contre son infrastructure de commandement, est un écart qui se creuse avec chaque jour qui passe selon ce schéma. Maintenant, venons-en à la partie de cette analyse qui lie tout ensemble, parce que ce que vous observez se dérouler ce matin-là n'est pas 3 ou 4 histoires d'actualité distinctes se produisant par hasard le même jour.
C'est une architecture stratégique unique opérant sur 3 pistes simultanées, et ces 3 pistes convergent au même moment pour des raisons qui n'ont que très peu à voir avec le champ de bataille lui-même. La première piste est la piste électorale, et c'est de loin la plus conséquente et la moins discutée publiquement. L'extension de 60 jours du cessez-le-feu actuellement négocié est construite autour d'un calendrier politique américain qui n'a rien à voir avec le calendrier nucléaire de Téhéran et tout à voir avec la date en novembre où le contrôle de la Chambre des représentants sera décidé. Chaque signal sortant de la posture de négociation de Washington, le retrait des missiles balistiques de la liste des questions contestées, la volonté de prolonger les délais à plusieurs reprises plutôt que de forcer une résolution binaire, la préférence générale pour l'ambiguïté gérée plutôt que pour la confrontation décisive, reflètent une administration qui comprend qu'une guerre faisant monter les prix de l'essence vers des sommets en octobre est une menace bien plus grande pour sa survie politique qu'un dossier nucléaire iranien non résolu à l'entrée d'un second mandat. C'est la lecture honnête du calcul stratégique qui façonne actuellement le comportement américain, indépendamment de la façon dont ce calcul est décrit dans les déclarations officielles. La deuxième piste est la piste militaire, et elle opère presque entièrement indépendamment de la première. Israël se conduit selon sa propre évaluation de menaces, ses propres lignes rouges et sa propre définition de représailles acceptables, presque entièrement découplée de la chorégraphie diplomatique qui se déroule à Washington et à Téhéran. L'exclusion d'Israël du mémorandum d'accord n'était pas une négligence diplomatique, c'était un choix structurel délibéré qui donne à Israël une liberté opérationnelle maximale tout en permettant aux États-Unis de maintenir une posture publique de retenue. Chaque frappe qu'Israël conduit, chaque incursion terrestre, chaque poste de commandement rasé dans la vallée de la Beka se produit avec la compréhension tacite à Washington que les actions d'autodéfense d'Israël ne seront pas autorisées à faire dérailler la stratégie d'extension de 60 jours, peu importe à quel point les responsables américains expriment publiquement leur inquiétude face à l'escalade. La rhétorique publique et la réalité opérationnelle se sont presque complètement découplées l'une de l'autre, et ce découplage est par conception exactement ce que les deux gouvernements souhaitent. La troisième piste est la piste psychologique et de propagande, et c'est là que l'incohérence interne des gardiens de la Révolution devient sa propre sorte d'arme, même si elle fonctionne comme une profonde responsabilité institutionnelle. Parce que les gardiens de la Révolution ne peuvent pas coordonner une position de négociation unifiée, ne peuvent pas présenter une voix unique à travers leur propre ministre des Affaires étrangères, leur président du Parlement, leur commandant militaire et leur président nominal, ils ont effectivement externalisé leur levier à l'acteur capable de générer du chaos sans nécessité d'autorisation de commandement centralisé. Le Hezbollah n'a pas besoin d'une structure de décision iranienne unifiée derrière lui pour lancer un drone ou ordonner une embuscade dans le sud du Liban. Il a besoin d'ordres qui ont déjà été donnés, d'instructions permanentes permettant une flexibilité tactique et d'une relation institutionnelle avec les factions dures des gardiens de la Révolution qui est bien antérieure au chaos diplomatique actuel. Chaque provocation du Hezbollah génère un résultat binaire qui sert les intérêts de Téhéran, quelle que soit la branche qui l'emporte. Si Israël répond avec retenue, le cessez-le-feu tient, la piste diplomatique continue sur sa trajectoire retardée mais toujours vivante, et les gardiens de la Révolution obtiennent plus de temps pour temporiser sur les négociations nucléaires sans sembler s'être effondrés entièrement. Si Israël répond avec une force écrasante, les gardiens de la Révolution peuvent se positionner intérieurement et internationalement comme victimes de l'agression israélienne, générant potentiellement le type de pression internationale et d'indignation qui pourrait compliquer la capacité de Washington à maintenir sa posture préférée de désescalade gérée à l'approche des mi-mandats. L'un ou l'autre résultat sert une faction quelconque au sein du leadership fragmenté de Téhéran. C'est précisément pourquoi les provocations continuent, indépendamment de toute annonce diplomatique faite dans le même cycle d'actualité. Voici donc l'évaluation honnête de là où tout cela mène réellement, parce que le risque structurel incorporé dans la situation mérite une attention bien plus sérieuse que ce que le cycle des gros titres quotidiens lui accorde actuellement. Il n'existe aucun scénario actuellement visible dans lequel la République islamique, dans son état actuel fragmenté, produise un accord nucléaire véritable, durable et signé avec les États-Unis. La cohérence interne nécessaire pour prendre cette décision et la maintenir face au contre-coup inévitable des partisans les plus radicalisés du régime n'existe tout simplement pas en ce moment. Ce qui existe à la place est une structure capable de temporisation indéfinie, de prolongation répétée et de provocation tactique par procuration, mais incapable de résolution décisive dans quelque direction que ce soit. Cette structure n'est pas stable, elle est fragile d'une façon qui la rend dangereuse précisément parce que personne, y compris les personnes à l'intérieur d'elle, ne peut pleinement prédire ce qui se passe quand la temporisation n'a plus de route à parcourir. Le calendrier des mi-mandats donne à toute cette architecture une échéance que personne parmi les acteurs impliqués ne reconnaît publiquement, mais contre laquelle tout le monde opère en privé. Si la stratégie d'extension du cessez-le-feu tient jusqu'en novembre, l'administration américaine entre dans cette saison électorale en pointant des prix de l'essence stables, une situation au Moyen-Orient contenue et un récit de politique étrangère construit autour de la compétence plutôt que du chaos.
Si elle ne le tient pas, si les provocations du Hezbollah déclenchent éventuellement une réponse israélienne suffisamment grave pour entraîner les États-Unis dans une posture de réengagement direct avant que les électeurs ne se rendent aux urnes, tout le calcul électoral s'effondre. Et une administration qui a passé des mois à essayer de contenir ce conflit pour des raisons politiques pourrait se retrouver entraînée dans exactement le type de confrontation soutenue qu'elle a cherché à éviter. Et en dessous de tout cela se trouve le risque structurel qui devrait préoccuper bien davantage tout observateur sérieux de cette situation que le titre de n'importe quelle frappe matinale isolée. Une région où un accord diplomatique cohérent était autrefois théoriquement possible, a maintenant été remplacé par une région où chaque acteur, Israël, le Hezbollah, les factions internes concurrentes des gardiens de la révolution et même les États-Unis, opèrent à partir d'une redéfinition du mot cessez-le-feu, qui permet à chacun d'eux de revendiquer la conformité tout en continuant exactement le comportement que le mot est censé empêcher. Ce n'est pas un processus de paix avec des frictions temporaires, c'est l'absence d'un processus de paix habillé dans le langage de l'un, maintenu aussi longtemps qu'il reste politiquement commode pour les parties impliquées de le maintenir. La question qui importe le plus en ce moment n'est pas de savoir si le cessez-le-feu du jour tiendra jusqu'au week-end. Il ne le fera presque certainement pas dans aucun sens significatif, étant donné le schéma établi au cours des derniers jours seuls. La question qui importe est de savoir ce qui se passe quand le calendrier qui conduit actuellement la retenue de Washington s'épuise, et si l'incohérence structurelle à l'intérieur de Téhéran se résout avant que cela ne se produise, soit par une concession nucléaire véritable et de survie, soit par le type d'effondrement interne que plusieurs analystes croient maintenant de plus en plus probable, étant donné la base domestique radicalisée que le régime a passé des décennies à construire et qu'il ne peut plus pleinement contrôler. Parce que si aucune de ces résolutions n'arrive avant novembre, la patience calculée qui maintient actuellement toute cette architecture fragile ensemble s'épuise exactement au moment où chaque incitation à la retenue disparaît simultanément de chaque côté. Pour l'instant, les frappes continuent dans le sud de Liban, les négociations restent suspendues dans les lieux où elles devaient reprendre, les factions internes des gardiens de la révolution continuent à se parler à travers de déclarations publiques qui se contredisent d'un cycle d'actualités à l'autre. Et dans le nord d'Israël, les équipes de défense aérienne restent en alerte pour ce qui vient ensuite, pleinement conscient que tout ce qui sera annoncé comme cessez-le-feu dans les heures à venir signifiera en pratique exactement ce que chaque cessez-le-feu dans cette région a signifié aussi loin que quiconque observant ce conflit peut s'en souvenir. Pas un fan au combat. Une version plus modérée de ceci, répéter en boucle aussi longtemps que le calendrier permet de la répéter. Ce qui se passe après l'épuisement du calendrier est la seule question qui n'a pas encore reçu de réponse. Et c'est la seule question qui compte vraiment. Alors on peut se demander, sincèrement, si l'on croit encore qu'un accord durable est possible dans cette région, ou si l'on a fini par accepter, comme tous ces acteurs semblent l'avoir fait, que le mot paix lui-même est devenu une forme de langage codé dont personne ne connaît plus la traduction réelle.